Voici l'essentiel sur l'architecture de survie iranienne et la crise au Moyen-Orient. Concrètement, l'Iran évite l'affrontement direct pour mener une redoutable guerre d'asymétrie des coûts conçue pour ruiner financièrement l'Occident. Alors premièrement, parlons de cette asymétrie. C'est un peu comme un casino truqué. En lançant des leurres hyper bon marché, l'Iran force les États-Unis et Israël à griller des intercepteurs qui coûtent plusieurs millions. Après, bam, ils s'esquivent avec la règle des 5 à 7 minutes, juste le temps de tirer et disparaître. Et pendant ce temps, leur vrai arsenal reste totalement intouchable, bien caché à 500 mètres sous le granit dans la ville des missiles du mont Yazd. Deuxièmement, forts de cette protection, ils utilisent leur géographie comme une arme fatale. Vous connaissez le détroit d'Ormuz qui voit passer 20% du pétrole mondial? Eh bien, c'est quasiment devenu un corridor à péage. Tenter d'envahir leur île forteresse de Kesh serait juste suicidaire. Ça propulserait le baril à 150 $ et bloquerait le transit mondial des engrais, menaçant directement notre sécurité alimentaire. Sérieusement, à quoi sert la technologie militaire la plus avancée si le simple blocage d'un détroit rocheux paralyse l'économie et l'agriculture mondiale? Finalement, comment l'Iran survit-il aux sanctions sans s'effondrer? Eh bien grâce à de solides alliés. L'économie respire via une flotte fantôme, vendant massivement du pétrole à la Chine, pendant que la Russie assure un indispensable bouclier diplomatique. Ajoutez à ça l'ambiguïté nucléaire, c'est-à-dire avoir la capacité de faire la bombe sans la construire, et vous obtenez la dissuasion parfaite et vraiment peu coûteuse. Dans cette nouvelle ère de conflit, la victoire n'appartient plus à l'armée qui frappe le plus fort, mais au système capable de faire saigner l'économie de son adversaire le plus longtemps. On est fin mars 2026, une situation explosive au Moyen-Orient et sur le point de faire basculer l'économie mondiale. On va décortiquer ensemble, en se basant sur des rapports d'experts, toute la mécanique de cette crise qui est en train de redéfinir les règles du jeu de la guerre moderne. Pour commencer, cette citation du colonel Daniel Davis est juste parfaite, elle dit tout. L'idée qu'on peut tout régler avec une puissance de feu écrasante, c'est terminé. On est entré dans une nouvelle ère, une guerre d'usure où ce qui compte c'est l'endurance, la stratégie, bien plus que la force brute. Alors, voilà notre plan de match pour y voir plus clair. D'abord, on va parler géographie avec le fameux verrou d'Ormuz. Ensuite, on verra la stratégie militaire qui en découle, la guerre asymétrique. Et pour finir, on regardera les conséquences en cascade pour nous tous, pour le monde entier. Allez, on attaque avec la première partie, le verrou d'Ormuz. Un endroit unique au monde où ce n'est pas la technologie la plus avancée qui a le dernier mot, mais bien la carte, la topographie. Le détroit d'Ormuz, c'est le point d'étranglement le plus stratégique au monde pour l'énergie. Il faut vraiment l'imaginer comme un entonnoir géant. 20% du pétrole de la planète et presque un tiers du gaz naturel liquéfié doivent passer par là. Celui qui contrôle ce passage, eh bien, il tient littéralement le pouls de l'économie mondiale entre ses mains. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Iran n'a pas besoin d'une marine immense pour fermer ce détroit. Pourquoi? À cause des îles de Keshm, Larak et Hormuz, qui sont de véritables forteresses naturelles. Les experts sont tous d'accord. Essayer de débarquer là-bas, ce serait une mission suicidaire. Depuis Larak, de simples jumelles suffisent pour voir passer les pétroliers. Du coup, les porte-avions et des destroyers à plusieurs milliards de dollars deviennent beaucoup moins pertinents. Et l'impact de ce blocus, il est immédiat, il est brutal. Le trafic commercial a chuté de 95%. Attention, ce n'est pas juste un ralentissement, c'est un arrêt quasi total. En un claquement de doigts, 1/5 du pétrole mondial a été mis hors suivi. Bon, maintenant qu'on a vu la situation géographique, passons à la deuxième partie. Comment est-ce que cet avantage est exploité? Parce que tenir des bouts de rocher, ça ne suffit pas. Derrière, il y a toute une stratégie asymétrique, très sophistiquée. L'Iran a mis en place une règle tactique d'une simplicité redoutable. On l'appelle la règle des 5 à 7 minutes. C'est simple. Un vrai lance-missile n'est jamais visible plus de 7 minutes. Il sort, il tire et il disparaît. Cette tactique du tirer et se cacher rend la contre-attaque extrêmement compliquée. C'est un véritable jeu de devinette et un jeu qui coûte très très cher à l'adversaire. Et là, on touche au cœur de la stratégie d'usure économique. D'un côté, l'Iran utilise des leurres, des faux lance-missiles qui ne coûtent presque rien et qui sont produits en masse. De l'autre, les puissances occidentales doivent tirer des intercepteurs qui, eux, coûtent des millions de dollars pièce et mettent plus d'1 an et demi à être remplacés. C'est une guerre d'attrition industrielle pure et simple. Et pour couronner le tout, cette stratégie repose sur une infrastructure quasiment indestructible, la fameuse cité des missiles enfouie à 500 mètres sous une montagne de granit. Les bombes anti-bunkers les plus puissantes peuvent pénétrer 60 mètres tout au plus. Ce site est donc hors de portée. Ça garantit à l'Iran une capacité de riposte, quoi qu'il arrive.
Mais ce n'est pas tout. La maîtrise iranienne ne se limite pas aux missiles. Il y a un domaine encore plus subtil, la guerre électronique. L'exemple de l'embuscade de l'unité d'élite Sayeret Matkal est juste incroyable. Les Iraniens ont réussi à intercepter, décrypter en temps réel et même à se faire passer pour un commandant pour donner de faux ordres. C'est la preuve d'une capacité à s'infiltrer au cœur même du commandement ennemi. Bon, on a vu la géographie, on a vu la tactique, passons à la dernière partie, et peut-être la plus importante. Quelles sont les conséquences de tout ça pour le reste du monde? Parce qu'un conflit régional comme celui-ci, il crée une crise pour tout le monde. Le PDG de BlackRock a été très clair là-dessus. Un baril de pétrole à 150 $, ce n'est pas juste une mauvaise nouvelle pour le portefeuille, ce serait le déclencheur d'une récession mondiale généralisée. Et comme on le voit sur ce graphique, on est vraiment pas loin de ce seuil critique. Pendant ce temps, sur le plan diplomatique, on assiste à un jeu assez particulier. Cette suite d'ultimatums américains, maintes fois repoussés, montre une sorte d'hésitation stratégique. Et l'Iran l'interprète, bien sûr, comme une faiblesse. La réponse du porte-parole iranien est devenue célèbre. Négociez-vous avec vous-même? C'est cinglant. Ça montre que dans cette guerre psychologique, l'Iran sent qu'il a pris l'avantage. Et ce tableau, il met le doigt sur ce qui est peut-être le nerf de la guerre, l'asymétrie industrielle. D'un côté, le bloc occidental qui produit quelques dizaines de moteurs de fusée par semaine, de l'autre, le bloc oriental, avec la Chine qui soutient l'Iran et qui peut en produire près de 1000 par jour. Dans une guerre d'usure qui dure, ce déséquilibre est tout simplement fatal. L'Occident ne peut pas suivre le rythme. Et c'est là qu'on voit l'effet domino dans toute sa splendeur. La crise énergétique se transforme en crise de la sécurité alimentaire. Pourquoi? Parce que les engrais essentiels pour l'agriculture mondiale sont bloqués en pleine saison des semis. Et pendant ce temps, il y a un grand gagnant, la Russie, qui empoche 250 millions de dollars de plus chaque jour. Ce n'est plus un conflit militaire, c'est devenu une arme économique globale. Au final, toute cette situation nous amène à une question fondamentale. Qu'est-ce que la puissance au XXIe siècle? Est-ce que c'est d'avoir le porte-avions le plus cher du monde ou est-ce que c'est d'avoir la capacité de paralyser l'économie mondiale avec quelques îles bien placées et une production de masse? La réponse à cette question, elle est probablement en train de s'écrire sous nos yeux.